Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues. Permettez-moi tout d'abord, mes chers collègues, de remercier à mon tour et au nom de notre groupe, notre Président Christian Cambon, qui a sollicité et obtenu ce débat très attendu sur tous les bancs de cet hémicycle. En effet, depuis 9 ans que nous avons débuté notre intervention au Mali et au Sahel, ce n'est que la seconde fois que nous avons l'opportunité d'avoir un débat de fond sur la stratégie, les enjeux et les perspectives de l'opération Barkhane. En premier lieu, je tiens à saluer unanimement l'engagement opérationnel de nos forces, mobilisées sur les différents théâtres d'opération de cette bande sahélo-saharienne, au Mali comme au Niger. Sur ce territoire grand comme l'Europe tout entière et au climat des plus arides, nos militaires mènent une lutte sans relâche contre le terrorisme et le fanatisme, et parfois au péril de leur vie. Je veux avoir une pensée pour nos soldats tombés au combat, leurs frères d'armes, leurs proches, leurs familles. Mes pensées vont également à cet instant à notre collègue et ami Jean-Marie Bockel. Les opérations Serval puis Barkhane ont permis d'éviter l'installation d'un califat territorial au Mali et la création d'un sanctuaire djihadiste comparable à celui instauré au Levant par Daesh. Cependant, malgré de nombreuses victoires stratégiques et la neutralisation de nombreux chefs de groupes armés terroristes, force est de constater que la guerre est loin d'être gagnée. L'histoire nous démontre que l'intervention de pays occidentaux sur les théâtres d'opérations extérieures s'apparente le plus souvent à des conflits asymétriques. Forces militaires conventionnelles d'un côté, groupes armés terroristes noyés au sein des populations de l'autre. Pourtant, cette asymétrie ne confère pas une supériorité très évidente et ne permet pas à nos forces de vaincre la détermination, l'imagination et la mobilité opérationnelle de ces groupes armés qui évoluent en effectifs réduits et sur un terrain qu'ils connaissent parfaitement. Force est de constater que la situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest, loin de s'être améliorée, s'est véritablement dégradée. Le conflit originel au nord du Mali s'est régionalisé, s'étendant désormais vers le sud jusqu'au Burkina Faso et produisant une contagion jusqu'aux pays riverains du golfe de Guinée. Aux conflits interethniques plus locaux se mêlent désormais les revendications idéologiques et religieuses. Ainsi, les forces françaises apparaissent bien seules sur ce terrain. Depuis 9 ans, l'engouement des autres pays européens à s'engager aux côtés de la France demeure peu visible par l'opinion publique. Est-ce seulement, Madame la Ministre, parce que la France est encore l'une des seules nations européennes à disposer d'une armée d'emploi? Pourtant, la poursuite de notre engagement dans cette bande sahélo-saharienne nécessite de façon incontournable une coopération européenne et internationale élargie et renforcée, ainsi qu'une prise de conscience de l'intérêt de tous les États membres de l'Union de lutter collectivement contre le terrorisme au plus près de ses racines dans cette région du monde. Une coopération européenne qui ne peut se limiter à la mission européenne de formation de l'armée malienne, qui s'inscrit certes dans une approche globale pour renforcer les capacités militaires en vue de garantir l'intégrité territoriale. Une coopération européenne qui doit aller désormais au-delà d'une coopération limitée au G5 Sahel, censée permettre aux armées locales d'intervenir de façon autonome sur la zone des 3 frontières. Ce dispositif nous paraît à ce jour insuffisant pour faire face à la progression vers le sud de la zone d'influence des groupes armés terroristes et doit rapidement s'étendre de façon effective à tous les États membres de la CEDEAO que sont le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo ou le Bénin. Il s'avère désormais indispensable d'associer plus largement les pays riverains du golfe de Guinée. Lors du sommet de Pau, les chefs d'État du G5 Sahel ont réaffirmé leur volonté de renforcer cette force conjointe, mais son élargissement sera-t-il évoqué lors du prochain sommet d'Njamena? Lorsque l'on évoque la collaboration européenne, il faut également évoquer la force Takuba, task force que vous appelez de vos vœux, Madame la Ministre, pour soutenir l'opération Barkhane. Cette composante de force spéciale était également censée matérialiser l'engagement de l'Europe et renforcer la logique du partenariat de combat. Au-delà des bonnes intentions de nos voisins, les premiers éléments des forces spéciales françaises et estoniennes sont arrivés sur le théâtre d'opération. Mais qu'en est-il de l'engagement de nos autres partenaires? Pouvez-vous, Madame la Ministre, nous indiquer de façon précise comment s'effectuera la montée en puissance de Takuba? Une stratégie qui repose sur les 2 piliers que sont européanisation et sahélisation sera-t-elle suffisante pour sortir du conflit? La question reste posée. Et sans les citer, nous ne pouvons ignorer les velléités de certains États-puissances très intéressés par cette région du monde et plus particulièrement par le continent africain. Alors certes, il n'y a pas de petite victoire dans une guerre à condition qu'il soit envisageable de la gagner.
Celle que la France mène au Sahel avec l'opération Barkhane et ses alliés ne pourra se solder que par une implication politique plus forte, à commencer par celle des pays concernés. Nous sommes tous conscients que l'absence de l'État dans ses missions régaliennes d'administration publique, de services de santé, d'éducation ou d'accès à des besoins vitaux ne peut que favoriser l'emprise des groupes armés terroristes sur les populations locales. Difficile dans ces conditions de percevoir l'État comme protecteur et non pas comme prédateur. Sans un État plus fort, la paix sera impossible. Une véritable issue politique passe inexorablement par des politiques d'aide au développement plus fortes et au service des populations sahéliennes, avec une stratégie claire des pays bénéficiaires et des acteurs de l'aide, mais également avec des fonds conséquents qui ne peuvent là encore qu'être le fruit d'une collaboration internationale. Pourtant, aujourd'hui, il s'avère souvent plus facile de trouver des financements pour faire la guerre que pour rétablir la paix. Alors certes, l'ensemble de ces éléments doit nous amener à une évolution de notre engagement dans ce conflit, même s'il n'est pas envisageable d'opérer une réduction massive de l'empreinte française sur le terrain. Une réflexion en termes d'accompagnement à forte valeur ajoutée, de type drone, renseignement ou frappes aériennes ciblées, ne doit pas être occultée. À l'heure actuelle, le besoin prioritaire est d'établir une stratégie claire et un calendrier de transition adapté aux forces en présence, car la situation en Afrique de l'Ouest demeure d'une grande complexité. Pour conclure mon propos, permettez-moi de vous livrer 2 axes qui, à notre sens, pourraient être source d'évolution positive. À quelques jours du sommet d'Njamena, ce dernier devra bien entendu permettre de voir réaffirmer la volonté des pays du G5 Sahel, mais également de solliciter une véritable implication des pays qui sont désormais menacés. Enfin, le nouveau locataire de la Maison-Blanche a déclaré il y a quelques jours vouloir renouer avec le multilatéralisme et réinstaurer le dialogue avec l'Union africaine afin, je cite, « de faire face aux périls les plus imminents ». Mes chers collègues, l'issue de ce conflit sera politique ou ne sera pas. Réfléchissons à ce que disait Paul Valéry. Les guerres sont des gens qui ne se connaissent pas et qui s'entretuent parce que d'autres qui se connaissent ne parviennent pas à se mettre d'accord. Je vous remercie de votre attention. Merci. Je vais donner